Merci d'être avec nous sur la première chaîne d'information continue du Burkina Faso. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui reçoit ce jour le président de la Fédération des associations burkinabais qui vivent du côté de l'Italie. Il est avec nous, M. Samadou Soulené, l'invité de votre émission Le Grand Déballage. M. Soulené, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Comment vous allez, santé et famille? Oui, en tout cas, je me sens en famille. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est vraiment une grande fierté. Nous aussi, c'est un honneur de vous recevoir parce que vous êtes un Burkinabé qui vient de boucler 25 ans du côté de l'Italie. On va revenir dans l'émission sur votre parcours, votre intégration et puis la situation également des Burkinabés qui vivent du côté de l'Italie, mais aussi des conseils qu'on va donner aux jeunes. C'est très important quand on sait que l'aventure constitue l'un des éléments les plus importants au sein d'une jeunesse souvent qui est désespérée. Ouais. Alors, M. Soulené, on va commencer l'émission donc par le premier élément. Comment vous êtes arrivé en Italie? Alors, tout d'abord, si vous me permettez, moi, de saluer la mémoire des forces de défense et de sécurité, ceux qui ont lutté pour ce pays et qui ont vraiment donné leur âme pour ce pays. Les VDP et aussi, disons, nos soutiens, nos encouragements à toutes les familles qui vivent cette situation et nous espérons que vraiment la victoire soit seulement à quelques mètres. Souvent aussi on vous dit, vous qui êtes à l'étranger, est-ce que vous êtes permanemment touché par ce qui arrive à votre pays? En réalité, ça nous touche beaucoup parce que nous sommes à distance. Et la distance influence beaucoup sur tout ce que vous vivez de votre pays, qu'elle soit de votre pays, qu'elle soit de votre famille, ça influence sur tout. Donc nous vivons cette souffrance-là beaucoup à distance. Quand vous entendez qu'il y a une attaque terroriste ou encore qu'on a des pertes au niveau de nos soldats, est-ce que la communauté elle-même, elle se dit qu'il faut impérativement que nous fassions quelque chose pour venir en aide à nos VDP et à nos soldats? Nous le faisons pratiquement tous les jours. Si bien que la FABI, la Fédération des associations des Burkinabés en Italie, par rapport à l'effort de guerre, a participé énormément. Nous avons mobilisé pratiquement toute la communauté pour soutenir l'effort de guerre ou l'effort de paix. Et la FABI a pu mobiliser à travers les associations plus de 100 millions de francs CFA pour soutenir l'effort de guerre. Plus de 100 millions de francs CFA? Ouais. C'est énorme. Ah oui. Bon, nous considérons que qu'on peut toujours faire, on peut faire encore plus parce que même jusqu'à aujourd'hui, il y a des associations qui continuent en tout cas de faire la collecte pour venir en aide. Et il faut se dire aussi que, bon, c'est ce qui est connu. Ce qui n'est pas connu, par exemple les associations des villages, les associations des provinces régionales, ce qu'ils font dans leur village, dans leur région, pour accompagner les VDP, pour accompagner les familles déplacées. Ça aussi, on ne connaît même pas, disons, l'aide maximum qui a été fait. Est-ce que souvent il vous arrive de faire des réunions extraordinaires sur la situation sécuritaire, même si on sait que vous n'êtes pas des décideurs, pour vous dire il faut qu'on fasse mieux, il faut qu'on donne plus par rapport à ce qui se passe dans notre pays, même si nous sommes loin? Oui, le bureau n'est pas confirmé. Nous le faisons souvent quand on se retrouve vraiment face à des situations où on voit les déplacés internes, les gens qui s'amassent en masse pour se déplacer, et surtout quand on voit vraiment certaines chaînes comme les VDP ou bien les forces de défense et de sécurité qui perdent leur vie, et des fois aussi les cris de cœur de certaines familles, des enfants. Bon, au fait, on fait beaucoup. C'est un peu, c'est pas visible, mais des fois on vient même en aide à des familles des soldats qui ont perdu leur vie au front pour qu'ils puissent quand même, disons, en un temps quand même bref,
pouvoir tranquilliser la famille, pouvoir aider les enfants. Peut-être l'enfant va à l'école, mais l'enfant a besoin les petits besoins primaires. Et on prend vraiment des décisions urgentes par rapport à ces situations-là. Vous voulez dire clairement que vous arrivez à scolariser des enfants de soldats tombés, des enfants de VDP ou encore des enfants déplacés internes aujourd'hui? Exactement. Nous donnons vraiment coup de main à ces enfants-là. Si bien que nous avons eu à envoyer des conteneurs où on a aidé les familles des soldats, disons les veuves, les orphelins. On a eu à donner de l'argent pour pouvoir scolariser. L'année passée, on a compté pratiquement plus de 35 enfants qu'on a aidés pour qu'on puisse scolariser. Et moi, je vous dis personnellement, dans nos villages, par exemple, dans mon village, j'en ai fait plus que ça. C'est quelque chose qui se fait, bon, disons, des fois individuellement, des fois collectivement, mais sachez que nous sommes en train de donner notre mieux pour que les enfants qui restent orphelins et puis les veuves qui restent ne puissent pas vraiment sentir trop le poids, disons, de la perte de leurs époux ou bien de leurs épouses ou bien aussi les enfants de leur père. Quand vous avez parlé des conteneurs, c'était quoi la composition de ces contenus-là que vous avez apportés pour ceux-là qui sont aujourd'hui victimes directes du terrorisme au Burkina Faso? Nous avons emmené principalement les vivres, disons, les habits. Nous avons envoyé des produits de santé. Nous avons envoyé des jouets, des ballons, des vélos. Disons, ce que nous avons mobilisé en Italie, on n'a même pas pu transporter. Parce que ça pouvait arriver jusqu'à 5 conteneurs. Mais c'était impossible dû au transport, les coûts de transport qui ont augmenté et qu'on sort. Mais quand même, les gens étaient très, très, très satisfaits de ce que nous avons fait. Alors, souvent, il se dit que ce qui vient de l'Europe, c'est très souvent de la seconde qualité. Est-ce que c'est le cas ou bien ce sont des produits vraiment de premier choix que vous avez fait venir? Bon, ce sont des produits de premier choix. Vous rassurez à ce niveau, hein? Oui, nous rassurons à ce niveau. Oui. Parce que quand vous prenez, par exemple, les spaghettis comme ça, nous sommes partis commander ça dans un supermarché où nous avons chargé. Et puis, surtout les habits, parce qu'il y a des moments où on fait les soldes. Et par conséquent, tout un chacun, chaque famille, même des fois des enfants qui disent que il dit, papa, moi aussi je vais donner un coup de main. Il part, il prend un habit, il vient, il ajoute, il accompagne. Mais c'est pratiquement toute la communauté qui est mobilisée, que ce soit du plus grand au plus petit. Donc il n'y a pas eu de genre, les gens ont fini d'utiliser, c'est des choses qu'on a peut-être déposées au bord des maisons, que vous avez été ramassées. Absolument pas, absolument pas, absolument pas. Voilà qui rassure plus d'une personne. Est-ce que tout cela a été fait sous le couvert de l'association ou de la fédération ou c'est individuellement, on appelle les uns et les autres, chacun peut venir donner sa contribution et puis on assemble et puis on Non, c'est sous couvert de la fédération. Sous couvert de la fédération? Oui, oui. Okay. Ça veut dire que la fédération a un budget autonome de fonctionnement ou bien comment elle mène ses activités de façon pragmatique? Alors, la fédération, comme vous le savez, c'est une association. Et donc, tout un chacun quand même est appelé à un sacrifice. Quand vous décidez de vous engager, c'est pour, en tout cas, donner une partie de votre vie à la communauté. Par conséquent, oui, il y a quelque chose, il y a toujours un budget pour une partie, mais une grande partie, c'est le sacrifice de tout un chacun, que ce soit des membres du bureau, que ce soit les présidents d'associations, et même les personnes normales de la communauté. Et n'oublions pas, il y a aussi même les Italiens qui nous viennent en aide. Donc, le sacrifice est partagé par tout le monde. Alors, la création de cette fédération, qu'est-ce qui a prévalu à cela? Est-ce parce qu'à un moment donné, les Burkinabés étaient trop dispersés? Chacun voulait faire de façon solitaire une activité. Vous avez trouvé nécessaire de vous unir pour être plus fort éventuellement? La fédération est très importante. Parce qu'à un certain moment où chaque association pouvait aller d'une manière solitaire, on a trouvé qu'il faut trouver un moyen que
toutes les associations puissent parler avec une seule voix. Et que les activités qu'on mène pour que vraiment les activités soient réunies au sein de la fédération. Et que toute association qui a besoin d'accompagnement, que la fédération puisse intervenir donc pour accompagner l'association dans les meilleures conditions. Parce que, pour se dire, une association qui décide de réaliser un projet au Burkina Faso, par exemple, mais il ne connaît pas quelles sont les voies par lesquelles il faut passer pour réaliser le projet. La fédération est déjà préparée et la fédération se charge même de faire tout le nécessaire. L'association est chargée seulement d'exécuter ce qu'il doit faire. Tout ce qui est bureaucratique, tout ce qu'il faut faire pour que, disons, le projet soit réalisé dans les meilleures conditions, la fédération se met à disposition. Est-ce que ce n'est pas l'union dans la division? Parce qu'on a l'impression que chaque président d'association continue de gérer son association, mais tout le monde fait partie de la fédération. Est-ce que souvent il n'y a pas de conflit de compétences entre les associations individuelles et la fédération en termes d'activités pratiques? Non, il n'y a pas de conflit. Parce que chaque association connaît sa place. Et chaque association sait à quel moment vraiment il faut impliquer aussi la fédération, disons, dans les activités qu'ils veulent mener. Et chaque association sait que la fédération réunissant donc plus de 70 associations facilement à une communication, à un message qui peut arriver pratiquement dans toute l'Italie en une seconde. Par conséquent, les associations, en tout cas, utilisent beaucoup la FABI pour que tout ce qu'ils font soit vraiment, la communauté soit informée, ou bien tout ce qu'ils font pour que ça soit, en tout cas, plus facilité par donc, la fédération. Vous avez dit 70 associations. C'est tout de même énorme. Oui, ouais. C'est énorme. Pour toute l'Italie. C'est énorme, oui. Parce que, du point de vue général, la composition des associations de la fédération, principalement les associations provinciales, c'est-à-dire en Italie, plus ou moins chaque province a une association, au moins là où il y a les Burkinabés. En plus de ces associations, nous avons les associations des familles d'ici, parce qu'il y a des zones où, qui se retrouvent nombreux en Italie. Et ils constituent des associations. Donc ça veut dire que si une famille s'est retrouvée en Italie, ce sont des composants de la même famille, ils créent une association en leur nom. Exactement. Okay. C'est comme ça. On dit des associations de familles, mais en réalité, ce sont des associations aussi de villages. C'est-à-dire un village peut se retrouver avec 500 personnes, 1000 personnes et même 3000 personnes. Puis il y a des associations comme celle de Boussouma, celle de Begedo, celle de Komtuega, celle de Niaogo. Ce sont des associations qui se retrouvent même avec plus de 2000, 3000 associés dans... Cela signifie que ce sont des associations aussi très importantes. Et du coup, au niveau de la fédération, on a 70 associations qui se retrouvent. Du coup, comment vous évaluez le nombre de personnes aujourd'hui qui font partie de cette fédération des Burkinabés qui vivent en Italie? En réalité, ce qu'il faut dire, le nombre de personnes qui font partie de cette association peut être évalué à près de 50 000 personnes. Près de 50 000 personnes. Près de 50 000 au niveau personnes. de la fédération. Au niveau de la fédération. Okay. Mais maintenant, il y a des personnes, peut-être, qui ne sont pas nombreux dans leur localité et consorts, donc qui n'ont pas d'association, ou bien il y a d'autres personnes, peut-être, qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore les documents et consorts. Donc, puisqu'on évalue le nombre de Burkinabés en Italie à plus de 70 000. Et par conséquent, c'est-à-dire, au fait, ce qu'il faut comprendre à la fin est que tout Burkinabé qui désire, disons, faire partie donc, de la fédération doit faire partie aussi d'une association. Est-ce que c'est la condition? Est-ce que c'est une condition? Alors, ce n'est pas une condition obligatoire. Mais quand une personne, un Burkinabé se présente à nous qui ne fait pas partie d'une association, on lui demande de quelle ville il vient. Et automatiquement, on le met en contact avec le président d'association qui est dans cette ville. Est-ce que si une association veut investir au Burkina dans un domaine spécifique, on informe la fédération ou bien on demande à la fédération d'être
à la tête de cette initiative? Comment ça se passe généralement dans les projets? Alors, par rapport au projet, disons que généralement les associations informent à la fédération que nous avons tel projet à réaliser. Et puis maintenant, la fédération dit, bon, nous sommes à disposition. Si vous avez besoin, la fédération est à disposition pour vous accompagner. Mais si vous trouvez que ce n'est pas nécessaire, disons, vous avez réuni déjà toutes les conditions pour la réaliser, pour nous, il n'y a pas de problème. Donc, les associations, l'essentiel est d'être informé. Et généralement, quand le projet est réalisé, à terme du projet aussi, ils nous font un retour. Et ils disent que le projet s'est bien passé, voici. Et des fois, s'il y a lieu que la fédération, soit un membre de la fédération, soit présente pour accompagner, disons, pour l'inauguration et comme ça, en tout cas, on le fait volontiers. Mais au niveau des projets, est-ce que la fédération peut aider une association particulière dans un projet? Ou bien chaque fois quand vous avez un projet, c'est à vous de financer, quitte à ce que l'association ne soit là, la fédération ne soit là que pour les besoins de formalité? Alors, chaque fois qu'une association a, disons, un projet, généralement l'association s'organise de telle sorte de réunir tout ce qui est nécessaire. Elle mobilise ses ressources. Elle mobilise elle-même ses propres ressources. Tout. La fédération l'accompagne seulement du point de vue bureaucratique. Uniquement. Ok. C'est comme ça. Alors, vous avez dit les Burkinabés qui sont en Italie sont estimés à 70 000 aujourd'hui. Comment les Burkinabés ont finalement pu intégrer aussi facilement l'Italie? Ça fait l'objet de débat dans l'opinion, mais comme vous êtes là aujourd'hui, vous allez nous aider à comprendre. C'est quoi le secret de ces 70 000 Burkinabés qui ont pu entrer en Italie, qui ont pu s'installer, qui continuent de vivre en Italie sans problème aujourd'hui? Disons que c'est une question qu'il faudrait poser au doyen Boukari Bansé, dit Oufoué, à Bara Soumaïla, le doyen Bara Mustafa et d'autres doyens en passent. Disons ce sont les premiers Burkinabés en Italie. Ils sont arrivés en quelle année? Ils sont arrivés dans les années 80, fin 80, disons 90. Dans les années 90. 90. Oui. Les premiers Burkinabés à aller en Italie. Exactement. Sûrement, il y a eu des gens qui sont allés dans les années 70, mais très peu. Mais ces doyens, une fois arrivés sur place, ils ont compris que l'Italie avait une convention avec le Burkina Faso et on n'avait pas besoin, les Burkinabés n'avaient pas besoin de visa pour entrer en Italie. Et du coup, ils se sont organisés de telle sorte que même quand ils travaillent à la fin du mois, s'ils ont l'argent du billet d'avion seulement, et paf, il faut faire entrer un frère. Et ils se sont organisés de telle sorte que des fois même ils cotisaient pour déterminer quel nombre de personnes il faut envoyer dans la semaine, dans le mois. Et ça continuait comme ça. Et tous ceux qui venaient, eux aussi, ils travaillaient pour contribuer, pour envoyer les frères, les amis, les parents. Et c'est grâce en tout cas à l'organisation efficace de ces doyens-là que les Burkinabés sont nombreux aujourd'hui. Alors vous les avez cités, vous avez donné 2 à 3 noms. Est-ce que ces 3 personnes vivent encore toujours en Italie? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui des référents pour toute la communauté burkinabé en Italie? C'est une grande référence. Ce sont des références extraordinaires. Ce sont des personnes que nous respectons d'une manière extraordinaire. Parce que, je puis vous assurer, tous ces doyens que j'ai cités, sans oublier le doyen Bila Salama, ils continuent aujourd'hui de travailler dur pour la communauté. Certains sont, la plupart sont en retraite. La plupart sont en retraite, ou du moins eux-mêmes sont en retraite. Est-ce qu'ils vous disent, on a envie de rentrer? Non. Par exemple, le doyen Oufoué, lui, il est à Ouagadougou ici. Il est à Ouaga ici et il va seulement en Italie pour aller rendre visite à ses enfants et comme ça. Sinon, beaucoup d'entre eux rentrent. Mais le problème qui se pose au niveau de l'Italie par rapport à la retraite, tu ne peux pas la prendre ici au Burkina Faso. Tu dois retourner toujours pour aller prendre ça il n'y a pas de possibilité de faire des virements permanents sur le compte de la personne au Burkina Faso? Ce n'est pas possible. Si bien que nous avons demandé, c'est une de nos doléances les plus importantes. Nous avons demandé au ministre des Affaires étrangères de travailler pour qu'il y ait une convention
qui permet donc à un retraité burkinabé de toucher son argent ici. Ou du moins, ceux-mêmes, nous-mêmes, qui ne sommes pas des retraités, puisqu'il y a des pays qui ont signé des conventions avec l'Italie, qui leur permettent même de déverser leurs cotisations sociales directement au niveau du Burkina Faso, et ils vont toucher leur retraite directement ici au Burkina Faso. Et c'est beaucoup d'argent. C'est quelque chose qui a déjà initié depuis 2012, mais c'est en train de tâtonner. Mais nous espérons bien que, en tout cas, on appuie beaucoup plus sur la diplomatie pour arriver à résoudre cette question. En vous comprenant aisément, ça veut dire que vous avez travaillé en Italie, vous avez pris la retraite, vous devez chaque fois repartir en Italie pour aller juste percevoir votre retraite et puis revenir si vous voulez vivre au Burkina Faso. C'est obligatoire. Et le ministère des Affaires étrangères dit quoi par rapport à une telle question? Bon, je sais qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Nous avons eu une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, il y a l'ex-ministre des Affaires étrangères, Madame Olivia, qui a été aussi en Italie par rapport à ces sujets-là. Je pense qu'il y a quelque chose en cours. Mais comme vous savez, dans le domaine de la diplomatie et puis la situation économique actuellement en Europe n'est pas aussi facile. Et quand il faut voir beaucoup d'argent qui va à l'extérieur, ils ne sont pas aussi contents. Mais je pense qu'à la longue, ça va se faire. Vous avez demandé donc qu'on ouvre un consulat italien au Burkina Faso. Ouais. Pourquoi vous avez demandé expressément cela aujourd'hui? Sincèrement, c'est quelque chose que, disons, toute la communauté en Italie, disons, a un pincement de cœur par rapport à ça. Oui. Disons, c'est une situation qu'on peut qualifier même dramatique. Dramatique. Est-ce que le mot n'est pas fort? Dramatique. Le mot n'est pas fort. Oui. Le mot n'est pas fort, je m'explique, parce que pour plus de 70 000 personnes, chaque fois que vous avez besoin d'un document, il faut se rendre en Côte d'Ivoire. Le transport seulement coûte combien? Les tracasseries au niveau de la Côte d'Ivoire, ceux qui se disent donc les auxiliaires entre l'ambassade et qu'on appelle et nous qui sommes de l'autre côté, pour un simple visa de regroupement familiaux, vous pouvez dépenser jusqu'à 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA. Et le visa ne coûte même pas plus de 50 000. Donc imaginez si vous calculez au nombre de personnes. Et des fois, l'argent, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est ceux qui récupèrent les dossiers. À la fin, des fois, ça s'expire. Ils ont pris l'argent, on perd leurs traces, ils ne répondent plus au téléphone. Et pour un document que tu as poursuivi peut-être pour 1 an, pour 2 ans, à la fin, pour une personne qui est en Côte d'Ivoire, il s'asseye, il prend, c'est parti comme ça. Et tu dois relancer à zéro. Sincèrement, même pour une simple légalisation d'un document, ce n'est pas possible. Actuellement, il y a un problème encore plus grave. Parce que les Burkinabés, comme vous le savez, la plupart d'entre nous, on ne sommes pas nés à l'hôpital. On a un jugement supplétif d'acte de naissance. Et l'ambassadeur actuel, disons depuis un certain temps, on n'a jamais eu un problème. Mais l'ambassadeur actuel italien en Côte d'Ivoire dit qu'il ne reconnaît plus les jugements supplétifs d'acte de naissance. Alors là, ça devient très grave encore pour les Burkinabés. Très grave. Plus de 300 dossiers de regroupement familiaux ont été rejetés comme ça. Imagine combien de personnes, l'argent qu'ils ont, la souffrance qui est derrière tout ça. Ce n'est pas pour rien, je dis que c'est une situation vraiment dramatique. Oui. On a vraiment nécessité d'avoir un service consulaire à Ouagadougou. Les 300 dossiers qui ont été rejetés du côté de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez écrit à la diplomatie burkinabé pour signaler cet état de fait-là? Je vous dis que des fois, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Sinon, que ce soit la diplomatie au niveau de la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau d'ici, même au niveau de l'Italie, les ambassades sont informées de cela. Ils essaient de faire ce qu'ils peuvent faire, mais puisque la loi burkinabé dit clairement que le jugement supplétif d'acte de naissance est un acte de naissance, disons, effectif. Mais quand vous dites que vous ne reconnaissez pas cela, ça devient un problème.
Et nous espérons que ça soit résolu le plus tôt possible. Au-delà de ces questions de jugement supplétif, il faut aller aussi faire le visa donc, du côté de la Côte d'Ivoire. Et quand vous arrivez, est-ce qu'il y a des traitements de faveur ou bien vous êtes obligé de subir le temps qu'il faut en Côte d'Ivoire pour avoir le document? Si c'est ça, il n'y a pas de traitement de faveur. Il n'y a pas de traitement de faveur. Là-bas, c'est comme un peu dans la jungle. Et tout Burkinabé qui est en Italie, tout diaspora burkinabé en Italie peut confirmer. Ça veut dire qu'il faut seulement avoir la chance de tomber sur une bonne personne et alors ça peut marcher. C'est bien que nous avons tenté même dans le passé d'avoir un représentant fixe au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui. Et j'ai eu la possibilité d'aller rencontrer l'ambassadeur et aussi le consul général où on a présenté même la personne. Mais une fois que l'ambassadeur et le consul général sont rappelés ou bien sont affectés, ça recommence à zéro. C'est-à-dire qu'il faut repartir. Par exemple, l'actuel ambassadeur, on n'a pas encore eu la chance de le rencontrer, mais nous avons souligné ça aussi à l'ambassadeur italien ici au Burkina Faso, pressé de voir. Et lui, il nous a promis qu'il allait écrire aussi à son collègue de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ce n'est véritablement pas une solution qui se règle au niveau diplomatique entre États? Ça veut dire entre le Burkina Faso et l'Italie pour qu'on trouve une solution définitive pour ces 70 000 Burkinabés? En réalité, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Mais nous qui subissons en tout cas la chose, on ne va pas s'asseoir. Il faudra qu'on continue donc de taper les portes un peu partout pour voir qui peut vraiment nous aider. On ne peut pas s'asseoir parce que la communauté, chaque jour, ce sont des appels, ce sont des mails. Chaque jour que Dieu fait, ce sont des problèmes. Concernant ce service, ce sont des problèmes. Donc, il faut faire quelque chose. Donc, quand on est burkinabé qui vit en Italie, la première angoisse, c'est quand le visa commence à s'expirer. Hein? Exactement. Oui. Quand le visa commence à s'expirer, c'est un problème. En fait, le problème, en réalité, ce n'est pas le visa en tant que tel. Puisque si tu es là-bas, tu as un permis de séjour. Le permis de séjour vous donne droit à quoi et quoi exactement? Le permis de séjour te permet quand même la libre circulation. Pour combien de temps? En prémisse, on peut te donner pour 6 mois, on peut te donner pour 1 an, pour 5 ans. Et bon, la limite maximum, c'est 5 ans. Mais des fois, il y a des permis de séjour indéterminés. Mais pour ces cas, tu n'as pas besoin de travail. Ça veut dire que c'est une personne qui a fait un certain temps en Italie là-bas et il peut aller renouveler sa carte de séjour même s'il n'a pas un travail. Et par rapport donc à ces permis de séjour, le passeport, quand ça s'expire, le passeport est fondamental. Le passeport est fondamental. Donc, et nous avons aussi ce problème au niveau d'Italie. Parce que quand tu déposes une demande de passeport et que tu dois attendre 3 mois, 6 mois et des fois plus, c'est un problème. Et nous sommes aussi en train de batailler dans ce sens-là pour qu'on puisse faciliter, donc, parce qu'il y a d'autres pays qui ont facilité cela en 2 semaines, en 3 semaines, où vous avez votre passeport. Disons qu'on puisse produire, disons, sur place les passeports pour que tout soit facilité. Au niveau de l'ambassade. Au sein de l'ambassade. Au sein de l'ambassade burkinabé en Italie. Exactement. Et quand les Burkinabés qui sont en Italie demandent les passeports, donc ça fait 3 mois avant de revenir. Même plus que 3 mois. Ça veut dire 3 mois, vous avez eu la chance. Quand la valise diplomatique, c'était au moment où il devrait partir. Donc sinon, il y a d'autres même, ça, avant en tout cas, ça a été amélioré. Mais avant, ça arrivait même 1 an. Est-ce qu'il y a des escrocs souvent qui profitent de ça pour extorquer des fonds à des Burkinabés qui ont urgemment besoin de leur passeport? En tout cas, il y a eu des cas. Il y a eu des cas, mais heureusement, bon, ça a été rapidement maîtrisé. Est-ce que c'est l'occasion pour vous d'interpeller le service des passeports pour qu'on puisse accélérer les dossiers pour que ceux-là qui veulent les documents puissent les avoir à bonne date, 1 semaine, 2 semaines, voire tout au plus 1 mois? C'est très important, si bien que nous-mêmes, des fois, nous sommes en contact direct avec le service des passeports, surtout au niveau de Ouagadougou, pour essayer de voir dans quelle mesure on peut accélérer les cas d'urgence.
Parce les cas d'urgence. Oui, puisque vous pouvez perdre votre séjour parce qu'il y a une limite de temps. Si par exemple, vous avez déposé le séjour est prêt, en 2 mois, vous ne partez pas retirer. Puisque si vous n'avez pas le passeport, vous ne pouvez pas retirer. Si vous n'avez pas le passeport, vous ne pouvez pas déposer. Si le séjour s'expire, 2 mois, vous ne l'avez pas déposé, vous perdez le séjour. Si le séjour est prêt, en 2 mois, vous ne l'avez pas retiré, vous perdez le séjour. Par conséquent, c'est un problème. Pour une personne qui a fait 5 ans, qui a lutté pour avoir un séjour, et du coup, pour un simple passeport, il perd son séjour, c'est un problème. Donc, vous comprenez jusqu'à quel point c'est très important pour que, en tout cas, le processus soit rapide. Ce que vous dites, c'est d'autant plus intéressant parce que quand on entend burkinabé en Italie, on a l'impression que tout est facile. Alors là, vous dites aujourd'hui, problème de jugement supplétif, de dossiers rejetés, problème de consulat, problème de passeport. On a l'impression que finalement, être un burkinabé en Italie, c'est un concentré de problèmes. Alors, ça, il faut reconnaître. Du point de vue bureaucratique, c'est un concentré de problèmes. Mais, si vous voyez ailleurs, les Burkinabés, dans le domaine du travail, dans d'autres domaines... On reviendra sur ça tout à l'heure. Exactement. Oui. Du point de vue bureaucratique, c'est un problème. Les Burkinabés constituent la 4e communauté étrangère en Italie, parce que 70 000 quand même, ce n'est pas peu. Alors, pour le dire, en Italie, nous sommes un peu loin. Disons 70 000 par rapport à d'autres pays. Et nous serons... Pays africains, si on doit faire la comparaison avec d'autres pays africains. Alors, si c'est les pays africains, nous serons en 5e ou 6e comme ça. Puisque le Maroc, il y a le Sénégal, il y a, comment on appelle, il y a le Ghana, et même la Côte d'Ivoire qui est en train de nous dévancer maintenant, hein, parce qu'il y a eu une grande, disons, immigration du côté de la Côte d'Ivoire. Nous serons sur 5e comme ça. Est-ce que les autres communautés vous parlent? Est-ce qu'ils ont les mêmes problèmes que vous, mais c'est vous qui êtes vraiment les derniers dans le domaine de la bureaucratie? Alors, c'est vrai que d'autres pays peuvent avoir leurs problèmes, mais beaucoup de pays ont moins de problèmes. Parce que si je prends le Ghana, par exemple, si tu pars pour le renouvellement de ton passeport, mais pour eux, depuis 2000, même les années 90, le passeport ne fait pas, disons, plus de 2 semaines. Et vous avez ça. Nous sommes à 2020, et même après 2020, mais nous avons les mêmes problèmes que depuis que les Burkinabés sont en Italie, depuis 1990. Donc, il faut trouver une solution pour résoudre ce problème-là. Il faut trouver une solution pour résoudre ce problème-là. Parlons à présent donc de la contribution des Burkinabés en Italie. Dans quel domaine situent excellent? Parce que ce qu'on entend dans l'opinion, tomates, oignons, pommes de terre et tout ce qu'il y a comme aliment, est-ce que c'est vraiment dans ce domaine-là que les Burkinabés excellent? Bon, je sais que quand tu arrives à l'aéroport de Ouagadougou, les gens pensent que, en tout cas, tout le monde travaille dans les champs de tomates et comme ça. Mais il faut reconnaître que à un certain moment de l'histoire de l'Italie, les Burkinabés ont été une base forte parce que dans les années 90, ce sont les Burkinabés qui ont vraiment bossé dur dans les champs de tomates pour l'Italie. Et ça continue, mais la tendance est en train d'être inversée aujourd'hui? Alors, ça continue, mais la tendance est beaucoup renversée. Parce que la plupart des Burkinabés, puisque c'est ceux au début qui n'avaient pas de papiers. Disons, la grande partie, ceux qui arrivent nouvellement, qui n'ont pas de papiers, pour vivre, il faut aller travailler là-bas. Sinon, actuellement, la tendance est complètement renversée. Ceux qui ont les papiers, depuis les années, disons, 90, 80, et tous, ils sont venus au centre-nord. Ce sont les nouvelles personnes. D'autres qui sont installés là-bas, qui se trouvent bien, hein, mais ils n'exercent plus, ils ne font plus ces travaux champêtres-là. Mais les travaux champêtres en Italie, est-ce que c'était bien rémunéré pour un Burkinabé qui y travaillait? Alors, ce n'était pas bien rémunéré. C'était pas bien rémunéré? C'était pas bien rémunéré. Oui, parce que, bon, c'est très facile pour une personne qui n'a pas de documents, qui a besoin de vivre, qui a besoin de s'occuper de sa famille au Burkina Faso. Parce qu'une fois que tu es là-bas, les gens pensent que non, bon, il y a l'argent un peu partout à ramasser ou bien à accueillir. Et tous les problèmes des familles, tu as la charge. Par conséquent, on voit que tu n'as pas le choix.
tu as besoin de travailler pour venir à tes besoins et aussi les besoins de la famille qui est restée au pays. Donc les gens se sacrifient et travaillent énormément. Ce n'était pas bien rémunéré, mais ce qui leur permettait quand même d'économiser et qu'ils pouvaient quand même se retrouver. Mais par mois, par exemple, un Burkinabé qui travaillait dans les champs de tomates, il pouvait se retrouver avec combien comme argent? Est-ce que ça valait 1 000 euros, 2 000 ou 3 000 euros? Alors, dans le temps, oui, il pouvait même avoir 1 000 euros. 1 000 euros en convertissant, on se retrouve avec 650 000 environ par mois. Exactement. Oui. Il pouvait parce que les Burkinabés étaient considérés par excellence les grands travailleurs. Un Burkinabé sur un champ de tomates, mais c'est pas possible. C'est comme si une machine qui est en train de travailler. Il faut vraiment vivre. Et c'est de quelle heure à quelle heure? C'était de quelle heure à quelle heure? C'est toute la journée que le monsieur se retrouve dans le champ de tomates à travailler, à n'en pas fini? Non, ou bien il y avait des heures qui étaient prédéfinies? C'est pratiquement toute la journée. Puisque là-bas, les champs de tomates, l'Italie, par exemple, disons, est le premier producteur de tomates dans le monde. Et par conséquent, ils sont des champs qui n'en finissent pas. Et donc, toi, si tu as la force, j'ai dit, ils arrivent à gagner 1 000 euros et même plus, parce que le Burkinabé, il commence le matin, mais jusqu'au soir, il est là. Et à la fin, il gagne. Il gagne très bien son pain. Mais, disons, il fallait aussi les Burkinabés pour que les usines italiennes puissent travailler dans ce domaine-là. Puis à un certain moment, les tomates se gâtaient comme ça et ils ne savaient pas qui pouvait les aider à cueillir. Puis il y a un temps, il y a les usines qui sont là, qui en ont besoin, la récolte n'avance pas, les machines ne sont pas en mesure de récolter tout, surtout quand il pleut, il faut les hommes, les machines ne peuvent pas rentrer, donc il faut des hommes. Et par conséquent, les Burkinabés ont été vraiment une base. Mais apparemment, ce n'est pas du tout facile, hein, contrairement à ce qu'on peut voir à distance. C'est un travail très fatigant. Non, très très fatigant. Si bien que des fois, certaines personnes ont des problèmes de dos, des problèmes, la chaleur des fois intense, et même les moments de froid, puisque ce n'est pas la tomate seulement. Il y a la tomate, il y a la fraise, il y a les oranges. Les Italiens sont pratiquement des grands producteurs d'oranges aussi. Donc, les zones de froid, de chaleur, et qu'on soit, ils subissent cela. Est-ce qu'il y a eu des cas où des jeunes Burkinabés sont venus vous dire « Je ne savais pas que c'était aussi difficile comme ça ». En voulant venir en Italie, ils se disaient « C'était le paradis », mais apparemment, ils ont été confrontés à une autre réalité. Est-ce que des témoignages vous ont été faits? Non, ça, ils sont nombreux. Oui. Ça, très nombreux. Parce que, de un, il y a des gens qui viennent, ils arrivent, bon, ils sont déjà même traversés le désert, traverser l'eau, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, c'est terrible. Quand ils arrivent en Italie, ils pensent que alors leur vie est sauvée. Pourtant, c'est le début des problèmes. Le début des problèmes parce que, un, il faut avoir là où se loger. Et généralement, il y a des centres d'accueil où il y a beaucoup de personnes. Disons, pour une chambre qui va prendre 4 personnes, vous vous retrouvez peut-être à 10, 20, et c'est comme c'est dans une prison. Même dans une prison, ce n'est pas possible vivre ces genres de situations-là. Là-bas, ils commencent à comprendre que non, ce n'est pas le paradis. Deuxièmement, tu es là-bas, il faut avoir un papier pour pouvoir commencer à travailler. Et ils voient que le papier, on te demande pourquoi tu as quitté ton pays, qu'est-ce qui t'a poussé à quitter ton pays. On dit que si ton pays n'est pas en guerre, tu ne peux pas avoir un papier. Si tu es, disons, un migrant économique, on ne te donne pas le papier. Donc, une personne peut se retrouver 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'a pas de papier. Et ça devient un calvaire pour la personne. Ce n'est pas pour rien, à la fin, certaines personnes décident d'aller au profond sud, font leurs tomates, des fois ils n'ont pas de documents, d'autres en ont, et puis bon, ça leur permet quand même de vivre. Est-ce que quand on n'a pas les documents, on ne devient pas vulnérable auprès des exploitants agricoles justement? Est-ce qu'on ne profite pas de ces personnes-là? C'est ce que j'ai souligné, puisque c'est très facile. C'est très facile qu'ils vous exploitent, parce qu'ils peuvent même décider de ne pas vous payer. Ils peuvent décider de ne pas vous payer et vous ne pouvez rien faire, puisque vous ne pouvez pas aller dénoncer. Vous allez partir où pour aller le dénoncer. Il y a eu beaucoup de ces cas-là où, au contraire, si tu ne payes pas,
Si tu veux, il faut te chercher. Il ne faut pas chercher des problèmes. Parlant du désert, de la Méditerranée, qui est devenu le plus grand cimetière du monde, il faut le dire clairement aujourd'hui. Est-ce que beaucoup de Burkinabés traversent la Méditerranée pour venir en Italie? Est-ce que des cas pratiques vous ont été soulevés en tant que responsable de la Fédération des Burkinabés qui vit en Italie? Ah, mais il faut beaucoup de Burkinabés. Il faut se dire que dans ces derniers temps, l'année passée, les Burkinabés qui ont traversé, disons, la Méditerranée pour entrer en Italie sont plus de 3000 personnes. Plus de 3000. Plus de 3000 jeunes et femmes sont rentrés en Italie. Puisque nous avons des Burkinabés qui sont, par exemple, à Naples, comme le délégué CSBE, Kouldiati, Emilien Ouoba, qui se chargent d'accueillir les immigrés. Et eux, heureusement qu'ils sont là-bas, ils tentent quand même de traiter, de donner aussi un peu de privilèges à leurs frères. Et eux, ils peuvent te dire qu'il y a plus de 3000 Burkinabés qui sont rentrés. Et quand ils arrivent finalement, apparemment c'est la pitié, c'est la souffrance, c'est la misère. Alors, c'est la pitié, c'est la misère, mais heureusement que nous sommes là-bas. Il faut heureusement que vous êtes là. Heureusement qu'il y a les associations. Heureusement que les parents sont là. Et les associations font le tout possible pour les aider dans le processus des documents. Puisque nous avons l'expérience. Nous savons chez quel avocat il faut aller bousser la porte pour pouvoir t'aider. Alors, c'est important ce que vous dites. Ça veut dire quoi? Est-ce que quand les migrants burkinabés traversent la Méditerranée et puis ils arrivent, vous prenez des avocats pour les défendre? Oui. Pour la plupart qui s'approchent, en tout cas, à la communauté, on a des avocats avec lesquels on a des conventions qui se chargent d'eux, qui les accompagnent jusqu'à ce qu'ils obtiennent leurs papiers. Mais qu'est-ce que l'avocat défend en ce moment pour les Burkinabés? Quel est l'argument généralement qu'on met en avant? Alors, l'argument, c'est quoi? Par exemple, le Burkina Faso est un pays actuellement où on a des attaques terroristes. On sait que l'enfant, le jeune homme, bien la dame peut décider des filles peut-être parce que ses parents, par exemple, les terroristes ont attaqué le village, et vraiment, ils ont fait vraiment causer beaucoup de dégâts et l'enfant a décidé de se chercher. Donc, ils tiennent beaucoup de ces cas-là. Et ça peut passer au niveau des autorités italiennes? Ça passe toujours par rapport à les documents. Si, est-ce que quand vous prenez les avocats pour défendre les Burkinabés, vous ne demandez pas quand ils auront les papiers de vous rembourser les frais qui ont été dépensés? Absolument pas. Absolument pas. On les aide comme ça. Et des fois, il y a des avocats qui se mettent à disposition pour aider gratuitement. Les Burkinabés qui viennent là souvent, est-ce qu'ils vous disent qu'il y a d'autres Burkinabés qui sont restés en Méditerranée ou qui sont restés dans le désert? Mais ça, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Je vous dis que, généralement, il faut des psychologues. Parce qu'il y a certaines personnes qui deviennent fous. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, les Burkinabés, qui sont fous, qui sont devenus fous. J'utilise le terme, je ne veux pas utiliser d'autres termes, parce que qui sont là-bas en Italie, on ne peut pas les envoyer au Burkina, parce que la loi ne permet pas. Parce que là-bas, tant que ce n'est pas la personne qui dit oui, je vais rentrer, tu ne peux pas l'envoyer au pays parce qu'il est adulte. Là-bas, c'est leur liberté, c'est leur droit, c'est leur démocratie. Et ils sont nombreux. Et sur ça aussi, on a demandé à ce qu'on puisse trouver une solution. L'État puisse trouver une solution. Quel État? L'État burkinabé? Notre État. Oui. Notre État, oui. L'État burkinabé. Apparemment, ça vous préoccupe, hein, cette question-là? Trop. Parce qu'il y a des situations vraiment pénibles. Il y a des situations pénibles qu'on vit. Tu sais que si on envoie la personne au Burkina Faso, il pourrait se reprendre. Malheureusement, on ne peut pas. Jusqu'à ce qu'on il pourrait se reprendre comment ça? Expliquez-nous pour qu'on puisse mieux comprendre. Parce que une fois que la personne arrive là-bas, par rapport à tout ce qu'il a traversé, et quand il vient encore voir le choc de l'Italie, que ce n'était pas le paradis qu'il s'attendait, et que les choses tournent un peu mal, la personne, quand vous le ramenez au pays et qu'il retrouve ses parents, il trouve une situation tranquille, la personne se reprend.
très bien. Et on a eu beaucoup de cas. Donc il y a beaucoup de Burkinabés qui sont mentalement touchés en Italie aujourd'hui. Beaucoup. Ils sont nombreux. Et on n'arrive même pas à les évacuer. Mais comment la prise en charge se fait? Est-ce que vous, en tant que fédération ou association... Nous ne pouvons rien faire. Mais est-ce que vous leur venez en aide au moins souvent? Parce que c'est très difficile de leur venir en aide. C'est-à-dire, tu peux aller rencontrer, c'est un frère, bon, tu lui donnes quelque chose, bien tu l'achètes quelque chose comme ça à manger, mais très difficilement vous pouvez lui venir en aide. Puis ce sont des gens, à la fin, qui dorment dehors, ici, peut-être ils vont se retrouver sous un autre pont quelque part, et qui se promènent comme ça, mais ils se retrouvent à Milan aujourd'hui, demain ils se retrouvent à Firenze ou bien à Rome. Et on a des difficultés de gérer vraiment ce cas-là. Est-ce que souvent les familles aussi sont censées avoir un regard sur la trajectoire de leurs enfants? Parce que ce que vous dites, c'est très grave. Tout de même, vous pouvez penser que la personne est partie pour réussir, et elle est devenue folle, et du coup, ça devient un problème. Non, les familles nous appellent tous les jours. Beaucoup de familles. Nous avons un cas même d'une dame, Kawaga ici, son mari est parti depuis un certain temps. Ça vaut quelque chose de 5-6 ans que son mari est touché. Il n'appelle plus. Et les enfants sont là. Vous connaissez le mari en question? Oui, je le connais. Il a quoi comme problème aujourd'hui? Il est touché mentalement. C'est-à-dire, tu ne peux pas, tu lui demandes de rentrer au pays, tu dis non, tu ne rentres pas au pays. Parce qu'à un certain moment, pour certains même, bon, ça devient comme... une humiliation. Exactement. Une humiliation. C'est quand même sérieux ce que vous dites. Est-ce que les jeunes qui nous regardent sur Burkina Info, qui veulent prendre le désert, la Méditerranée pour aller en Italie, vous n'allez pas les décourager finalement? Ce n'est pas la solution. Mais on en a parlé à beaucoup de personnes. Ce n'est pas la solution, mais vous, ça fait 25 ans que vous êtes en Italie, vous vous en sortez nettement bien. Alors, oui, mais les gens ne savent pas ce que vous traversez pour arriver à l'objectif. Ce n'est pas facile. Beaucoup de jeunes ne savent pas qu'une fois arrivé là-bas, il faut aller à l'école. Forcément. C'est très important. Non, ce n'est pas forcément aller à l'école. Mais c'est important d'apprendre la langue pour une bonne intégration, pour pouvoir communiquer à qui que ce soit. C'est très important. Vous n'allez pas toujours aller demander à un président pour n'importe quelle chose, ou bien pour une lettre de travail et autres, de te lire. C'est très important d'apprendre la langue. Et si vous avez la possibilité de poursuivre les études, alors ça vous facilite beaucoup de choses. Mais si vous restez là, non, je vais faire seulement l'ouvrier et puis ça s'arrête là. Alors là, des fois, je vous dis, il y a les Burkinabés qui sont là-bas, que tu dis que, à la fin, si j'étais au village, c'était mieux. Peut-être je pouvais avoir un champ, je cultive et puis je me sens à l'aise. Il y a beaucoup de ces situations-là. Donc, il y a des familles même qui se cotisent pour envoyer leurs enfants en Italie ou en Europe. Est-ce que vous voulez dire clairement qu'à partir de maintenant, l'argent qu'ils ont obtenu, qu'ils essaient d'investir au Burkina que de prendre le risque de l'aventure? C'est très important. C'est très, très, très important qu'ils investissent dans leur pays. C'est très, très important qu'on comprenne que, étant au Burkina Faso ici, si on veut réussir, on peut réussir. Je sais que la situation, en tout cas, n'est pas facile. Oui. La situation n'est pas facile, pas du tout. Parce que quand vous partez dans les villages, un peu partout, on voit que la situation pour la jeunesse est très, très, très difficile. Raison pour laquelle, en tout cas, si vous avez les moyens pour envoyer quelqu'un, disons en Italie, en tout cas, la personne, s'il est bien organisé, il peut, en tout cas, gagner sa vie ici. Mais il y a d'autres personnes qui décident de traverser le désert. Oui. Ils n'ont rien. Jusqu'à arriver, par exemple, en Tunisie, ou bien en Algérie, ou encore au Maroc. En Libye, on a même vu comment la maltraitance. Exactement. Oui. Libye, c'était un moment, c'était terrible. C'était la traite pure d'être humain. Ça, il faut reconnaître. Et pour traverser la Méditerranée aussi avec les passeurs, on paye de l'argent. Beaucoup d'argent. Et beaucoup travaillent, disons, en Libye, là-bas, et pour réunir la somme nécessaire avant de traverser. Est-ce qu'on vous a donné souvent des montants? Est-ce que des Burkinabés qui ont traversé la Méditerranée par les passeurs, ils vous ont donné souvent des chiffres qu'ils ont payés avant de traverser la Méditerranée?
Ça dépend toujours. Ça, en tout cas, ça varie entre 1 000 € et même 3 000 €. Ouais. Et vous n'êtes pas sûr d'arriver, hein, c'est un risque. Non, absolument pas. Il y a des gens qui ont tenté à plusieurs reprises et qui n'ont pas eu la chance de rentrer, qui ont été, bon, certainement d'autres, avec les ballons gonflés où on vous met dedans, si c'est percé, vous n'avez aucune chance. Il y a d'autres aussi où, disons, la gendarmerie des frontières les ramène et tu dois encore bosser pour 1 an, 2 ans, et réunir la somme pour y tenter. Il y a d'autres qui font 5 ans et même plus en Libye, tout simplement pour pouvoir avoir les moyens. Et vous, ça, visiblement, quand on vous voit parler de ça, ça vous fait très mal. Mais ça fait extrêmement mal. Parce que moi, je pense que notre jeunesse a besoin de rester dans notre pays pour développer ce pays-là. On a nécessairement besoin de ces braves valises-là pour développer ce pays-là. Voilà qui est bien dit. L'émission, il reste plus beaucoup de temps. C'est allé très vite avec vous. Je veux vous entendre sur un élément. 25 ans que vous êtes en Italie, vous avez pu vous intégrer. Vous êtes élu conseiller municipal au niveau de la mairie de Orio al Serio. C'est bien cela, hein? Exactement. Dans la localité de Bergame. Alors, quand on dit Bergame, pour les Burkinabés qui regardent le football, c'est l'Atalanta qui vient de remporter la Ligue européenne. Voilà, face à l'équipe de notre compatriote Edmond Tapsoba, à qui nous souhaitons une belle aventure. Fierté. Voilà, pour la suite de notamment sa participation au football européen. Comment vous avez fait pour vous faire élire conseiller municipal? Parce que souvent on vous dit dans ces pays-là, il y a le racisme et autres, avec l'extrême droite qui monte fort en Italie. Comment vous avez pu vous intégrer finalement dans la politique en Italie? Nous devons sortir de nos obstacles mentaux. Oui. Il faut être déterminé dans toute chose que vous initiez. Vous ne devrez pas avoir des obstacles et vous ne devrez pas vous faire décourager par qui que ce soit. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai commencé par exemple à faire l'école des langues, à faire les études. Combien de personnes te disent, en Italie ici, c'est le racisme, si tu vas à l'école, tu ne pourras pas, ils ne vont pas t'accepter, tout est consort. Moi, je suis resté déterminé sur la voie. J'ai travaillé 10 heures dans la journée et l'école, je partais faire 5 heures à l'école. Je finissais à 23 heures. Je me lève à 4 heures du matin pour aller commencer le travail à 5 heures. Je finissais à 17 heures. Des fois, c'est 10 heures, 11 heures de travail. Je commençais les classes à 6h30 et je finissais à 23h30. Pour 5 ans d'études pour se spécialiser dans la mécanique industrielle. Oui. Donc, vous pouvez comprendre que 5 ans de sacrifice sans dormir, 5 ans de sacrifice aussi des fois de ne pas avoir certain plaisir. Oui. Et certains sont assis au Burkina et vous disent envoie-nous l'argent. L'unique chose, envoie-nous l'argent. C'est ça. Oui. Envoie-nous l'argent et tu ne peux même pas faire à moins. Et des pires, ceux qui sont à côté de toi, ils te découragent. Tu vas à l'école pour faire quoi? Ils préfèrent se divertir que d'aller à l'école. Mais aujourd'hui, tous ceux qui étaient contre, tous ceux qui critiquaient, c'est eux qui reviennent envers toi pour que tu puisses résoudre leurs problèmes. Ce sont les mêmes. Et je dis que ce soit dans les associations, dans les communes, disons les aides. Moi, par exemple, dans ma commune, j'ai toujours œuvré quand il y a des activités festives dans la commune, quand il faut aller aider les vieilles, les vieux, en période de chaleur ou bien de froid intense. J'ai toujours été dans l'associationnisme, donc j'ai toujours œuvré dans ce sens. À certains moments, bon, moi, on dit que quand tu bois, tu n'as pas besoin que, disons, le parti décide, c'est le parti démocratique italien, décide, bon, lors d'une rencontre comme ça, je ne m'attendais même pas, de me porter candidat maire de la commune. Et en effet, j'ai été le premier noir candidat maire en Italie. Et vous avez été élu conseiller municipal? Oui, nous sommes arrivés deuxième et j'ai été élu conseiller municipal à la commune de Orio al Serio. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Je pense l'émission pratiquement est terminée, mais je veux vous entendre juste un dernier mot sur les investissements des Burkinabés d'Italie qui font énormément pour le Burkina. À ce niveau, est-ce qu'il faut vraiment que l'État continue d'être reconnaissant avec tout ce monde-là? Alors, en fait, ce que nous souhaitons, ce n'est pas la reconnaissance en tant que telle. Ce que nous voulons, qu'on nous ouvre les portes pour investir.
Parce que le Burkinabé qui quitte là-bas avec des temps limités et qui vient ici, il ne sait même pas quelle porte il faut taper pour pouvoir réaliser ses projets, pour pouvoir réaliser ses ambitions. Il faut une représentation de la diaspora. Et quand tu quittes les États-Unis, tu as quitté l'Italie, tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu sais que si je vais là-bas, on peut m'aider. Ce qui manque à notre pays. Et ça manque crucialement à notre pays. Nous avons besoin de cela. Sinon, vous pouvez constater les associations, quel travail ils n'ont pas fait. Les CSPS, des centres médicaux, comment on appelle, des écoles primaires, secondaires, même, disons, des ponts, des routes, pour pouvoir, en tout cas, circuler, disons, aider des associations locales, des femmes, des hommes. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que les associations ont fait. Si vous parcourez la zone, une autre zone, par exemple, de Tenkodogo, Garango, Boussouma, Komtuega, Begedo, disons Warigou, et j'en passe. Et même dans les villages profonds, vous allez toucher de votre doigt ce que vraiment la diaspora a fait. Mais laissez-moi terminer pour dire, pour remercier Burkina Info pour toutes nos activités de la FABI. Vous avez été vraiment au cœur de toutes nos activités. Que ce soit les vols humanitaires que nous avons organisés, qui ont aidé beaucoup de Burkinabés à retourner en Italie. Même ceux qui n'avaient plus l'espérance parce que les séjours étaient expirés. Quand votre séjour est expiré, ici dans ce pays, vous n'avez plus aucune chance de retourner au pays. Vous nous avez accompagnés, même dans les activités, en tout cas des collectes, des dons. La Burkina Info a toujours été au cœur. On souhaite surtout que vous continuez à apporter votre contribution au développement de votre pays et que vous soyez aussi des lumières pour ces jeunes-là. On espère que ces genres d'émissions vont aider à une prise de conscience. Merci beaucoup, M. Samadou Soulené. On va vous souhaiter donc un bon retour en Italie dans cette dynamique de va-et-vient et surtout que vous soyez toujours là pour aider les jeunes à mieux comprendre et à s'intégrer aussi pour ceux qui voudraient naturellement tenter l'aventure italienne. Merci à vous. Vraiment, merci, M. Edrago, de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Encore une fois de plus, merci à tous et à chacun. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, on se dit rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.